Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs les présidents et présidentes de métropole, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de la Cé et c'est pour moi un honneur que d'ouvrir ce colloque sur les métropoles résilientes. Si je me souviens bien, les premières démarches que ma collègue Sandra Marceau a entreprises pour la tenue de cet événement datent du tout début de l'année 2019. Je félicite ma collègue pour sa persévérance. Grâce à elle et aux équipes du ministère, ce colloque a finalement survécu à 2 crises qui marqueront l'histoire de notre pays, le mouvement des Gilets jaunes et la pandémie de Covid-19. Ces 2 crises, évidemment, je ne les mets pas sur le même plan, chacun l'aura compris. L'une et l'autre, toutefois, ont en commun d'avoir remis la géographie humaine au centre des savoirs utiles pour comprendre ce qui nous arrive. D'une manière presque ironique, ces 2 crises ont failli empêcher la tenue de ce colloque dont le thème nous donnera précisément des éclairages précieux sur elles. Avant même la généralisation de la voiture, l'urbanisme qui a façonné nos centres-villes européens a voulu répondre aux problèmes de concentration des humains dans un espace limité, problèmes qui sont, dès le début, des problèmes de flux. Déplacement de marchandises et d'énergie, accès à l'air et à la lumière, évacuation des eaux et des déchets, autant de défis dont les constantes de temps sont parfois inférieures à la journée. Problème logistique ancien, mais ô combien d'actualité depuis mars dernier à l'échelle du monde, de notre pays, comme de chacun de nos territoires. Je ne voudrais pas en ajouter à ce tableau déjà complexe, mais je crains que nous n'ayons plus seulement à résoudre l'équation typique de l'urbaniste. Nous ne pouvons plus nous contenter d'articuler le stock et le flux, la pierre et le mouvement, le temps long et l'amortissement du foncier et le temps court des échanges quotidiens. Je crains en effet que les formes urbaines n'offrent plus le reflet de la société qu'elles abritent. Le calme ordonné des façades ou des pavillons, et même les cadences des voitures sur les routes, ne nous renseignent plus sur ce que pensent et font les femmes et les hommes. J'ai connu un temps, je ne suis pas si ancien, mais j'ai connu un temps où l'on était un citadin, ou bien un banlieusard, ou encore un campagnard, de manière univoque et pour la vie. Les sociétés locales se distinguaient nettement, se comprenaient à peine, et d'ailleurs enviaient peu le sort des autres. Ces temps ont bien changé. Les mouvements démographiques entre campagne, ville-centre et couronne périurbaine se sont considérablement complexifiés. Surtout, une nouvelle constante de temps s'impose chaque jour davantage. Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment ? Vous pouvez reprendre le vote. Ah bon ? Ça, c'est... Très bien. Donc j'indiquais qu'une nouvelle constante de temps s'impose chaque jour davantage, celle de l'instantanéité. Les sociétés locales semblent prises de vitesse par les groupes sociaux consolidés en quelques instants autour d'une protestation, d'une indignation, d'un scandale. Et l'appartenance à un lieu, à un territoire, se recoupe de 1000 autres appartenances, parfois longues et réfléchies, le plus souvent momentanées et émotionnelles. Le lieu où l'on habite n'est certainement plus la seule manière de se présenter, de parler, ni d'être reconnu. Nous assistons à un mouvement contradictoire d'homogénéisation culturelle, mais aussi d'affirmation des différences. Jamais les Français n'ont partagé autant de références et jamais ils ne se sont sentis aussi différents les uns des autres. Cette fragmentation, cette accélération des revendications pose un problème à notre démocratie qui, elle, reste scandée par le rythme lent des scrutins et structurée par la géographie relativement stable des différentes circonscriptions électorales. Paradoxe des paradoxes, nos concitoyens qui se plongent avec passion dans les innombrables polémiques en ligne s'inquiètent maintenant des conséquences d'une telle polarisation.
nombreux sont ceux qui appellent à une reprise en main de notre destin collectif. Or, c'est bien l'une des promesses de la décentralisation que de rendre le pouvoir aux Français, en tout cas de rapprocher d'eux les décisions portant sur la vie locale. Toutefois, maîtriser son destin veut-il dire être seul maître chez soi? Outre-Manche, les pro-Brexit croyaient affirmer une évidence en clamant que les Britanniques reprendraient le contrôle en quittant l'Union. Mais nous constatons que la dépendance du Royaume-Uni n'a fait que croître. En France, le mouvement de décentralisation n'est pas exempt d'ambiguïté sur ce plan. La recherche d'un périmètre pertinent pour régler chaque problème lui est presque consubstantielle. Et les décentralisateurs n'ont pas toujours échappé au fantasme du jardin à la française, où chaque collectivité pourrait toute seule exercer ses compétences sans dépendre de ses voisines ni d'autres échelons. Pour utiliser des termes désuets, hegeliens pour tout dire, les décentralisateurs ont fait le choix de la paisible coexistence de l'espace plutôt que celui de l'inquiet devenir dans la succession du temps. Le législateur, pénétré par l'objectif de paix civile, a eu tendance à vouloir régler par avance tous les différends entre collectivités. Le principe de non-tutelle des unes aux autres figure même dans la Constitution. Mais si vous m'accordez que la décentralisation a pour objet la vie des humains dans leur territoire et non les statuts des collectivités, alors vous pourrez convenir que la recherche du périmètre pertinent est une chimère. Nous l'avons vu, les humains débordent toujours et de plus en plus vite de tout périmètre fixé par l'action publique. Vous me permettrez donc de mettre en question l'évidence selon laquelle une collectivité publique maîtrise d'autant mieux son destin qu'elle dispose de plus de prérogatives dans les limites de son territoire. À cet égard, le législateur n'a pas hésité à en octroyer de nombreuses aux métropoles, notamment avec la loi d'affirmation des métropoles, dite MAPTAM de janvier 2014. Or, sur des flux aussi vitaux que l'alimentation, l'énergie, l'eau, les médicaments et les déchets, sans parler du tourisme ou des étudiants, les métropoles sont à tout jamais dépendantes de l'extérieur. Dès lors, pourquoi ne pas recommander aux décentralisateurs d'abandonner leur modèle de juxtaposition pacifique dans l'espace pour celui de la négociation? Si nous voulons faire face aux prochaines crises, je pense que nous devons miser sur les talents de diplomates des élus métropolitains vis-à-vis des collectivités voisines. Négocier avec autrui, c'est le traiter d'égal à égal, c'est accepter de ne pas tout emporter, c'est connaître ses propres dépendances. Cela peut nourrir une forme contractuelle, comme par exemple à Brest, qui est la métropole que je connais le moins mal. Cela exige en tout cas des qualités qui sont énumérées dans les différentes tables rondes à venir: hospitalité, sobriété, coopération, complémentarité. Autant de thèmes qui, je l'espère, seront de nature à inspirer le législateur le moment venu. C'est donc finalement de manière très intéressée que je vous souhaite des travaux très fructueux, très féconds et qui pourront inspirer le législateur. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Madame la ministre Jacqueline Gouraud.